Bonjour à tous les passionnés de mathématiques. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant des énigmes mathématiques, avec notre top 10 des problèmes impossibles à résoudre. Certains de ces mystères ont plus de 100 ans. Si vous aimez les défis intellectuels, vous êtes au bon endroit. Alors, préparez-vous à un voyage passionnant dans le monde des maths. Problème numéro 10. Notre aventure débute avec la conjecture de Syracuse. C'est une séquence intrigante où en partant d'un nombre entier, on applique une série d'opérations pour finalement atteindre le nombre 1. La conjecture de Syracuse est également connue sous le nom du problème 3 fois n plus 1. C'est une suite mathématique, plutôt simple a priori, définie comme suit. Première étape, commencez par choisir un nombre entier positif qu'on va noter n. Si n est pair, divisez-le par 2. Si n est impair, multipliez-le par 3, puis ajoutez 1. Répétez ces étapes. Voici la conjecture. Je trouve qu'elle est beaucoup plus simple sous forme de programme. À vous d'en juger. La conjecture de Syracuse postule que quelle que soit la valeur initiale de n, la suite finira toujours par atteindre le nombre 1 et formera après avoir atteint le nombre 1 un cycle de la forme 1, puis 4, puis 2, puis 1. Voici un exemple plus simple pour comprendre, en utilisant n égale 6 comme point de départ. Donc 6 est pair, on le divise par 2, 3 lui est impair, on le multiplie par 3, ce qui fait 9, puis on ajoute 1, ce qui fait 10. On peut voir que la séquence atteint finalement 1, conformément à la conjecture de Syracuse. Pourquoi ce problème est donc irrésolu? Car personne n'a encore réussi à démontrer que la conjecture est vraie pour tous les entiers positifs. Et c'est donc un problème qui est toujours ouvert en mathématiques. Libre à vous de vous y pencher. Problème numéro 9. Ensuite, nous avons le problème de Goldbach, formulé par le mathématicien prussien Christian Goldbach au XVIIIe siècle. Il stipule que tout nombre pair supérieur à 2 peut être exprimé comme la somme de deux nombres premiers. Voici un exemple simple qui illustre la conjecture de Goldbach. Considérons le nombre pair 18. La conjecture de Goldbach suggère qu'on peut l'écrire comme la somme de deux nombres premiers. En vérifiant, on trouve que 5 et 13 sont des nombres premiers, et que 5 plus 13 fait 18. Cela confirme que le nombre pair 18 peut être exprimé comme la somme de deux nombres premiers, en accord avec la conjecture de Goldbach. Bien que cela ait été vérifié pour des nombres astronomiquement élevés, ainsi que pour de nombreux cas de nombres pairs, grâce à l'utilisation des machines, une démonstration formelle reste évasive. Problème numéro 8. Les mathématiciens Birch et Swinnerton d'ailleurs découvrirent dans les années 1960, à l'aide de calculs effectués sur un des premiers ordinateurs, une théorie complexe liée aux nombres et aux courbes elliptiques. Elle pose une question fondamentale sur la nature des points rationnels et sur les courbes elliptiques. Cette conjecture fait partie des 7 questions du millénaire, donc toute personne capable de la résoudre se verra attribuer $1 million de récompense. Mais malheureusement, je ne suis qu'un lycéen et cette conjecture n'est pas simple à comprendre. Je ne serai pas capable de vous la résumer dans cette vidéo, sous risque de faire des erreurs, mais voici la conjecture. Pour toute courbe elliptique sur le coordonné rationnel, l'ordre d'annulation à 1 de la fonction L associée est égal au rang de la courbe. Pour les personnes intéressées, je préviens qu'il est nécessaire d'avoir des connaissances et une expertise approfondie dans ces domaines. Théorie des nombres, géométrie algébrique, courbe elliptique, fonction L, théorie analytique des nombres, théorie de Galois, algèbre linéaire avancée, théorie analytique et notion de topologie. Bonne chance. Problème numéro 7. Plusieurs mathématiciens se sont penchés sur ce problème, comme Srinivasa Ramanujan, un mathématicien indien exceptionnel du début du XXe siècle, ainsi que Leonard Eugene Dixon et Louis-Joël Mordell. Ce problème est plutôt simple à énoncer. Est-ce que chaque nombre entier peut être exprimé comme la somme de 3 cubes entiers? Regardons un exemple pour mieux comprendre. Supposons que nous voulons savoir si l'entier positif 10 peut être écrit comme la somme de 3 cubes entiers. C'est-à-dire que si 10 est égal à A3 plus B3 plus C3, donc si il admet une solution pour des entiers A, B et C. En explorant différentes combinaisons, on constate rapidement qu'il n'y a pas de solution entière à cette équation particulièrement. Aucune combinaison d'entiers A, B et C ne satisfait. Bien que cela soit vrai pour de nombreux nombres, la preuve générale reste une énigme.
On cherche donc à connaître une méthode générale pour déterminer si un entier donné peut être écrit comme la somme de 3 cubes, comme par exemple une formule qui serve à retrouver A, B et C, et donc savoir si chaque entier positif a une telle représentation. Problème numéro 6. La conjecture de P versus NP se situe au cœur de la théorie de la complexité algorithmique. La question fondamentale est de savoir si les problèmes dont la solution peut être vérifiée rapidement dans P peuvent également être résolus rapidement dans NP. C'est l'une des questions les plus importantes en informatique. Elle fait également partie des 7 questions du millénaire. Donc toute personne capable de la résoudre se verra également attribuer 1 million de dollars de récompense. Voici une explication un peu plus simple. Dans les ordinateurs, il est possible d'effectuer 2 types de manières de résolution de problèmes. P, les problèmes faciles à résoudre, et NP, les problèmes faciles à vérifier. Prenons un exemple. Dans P, 10 plus x égale 15, ainsi x égale 5. C'est un problème facile à résoudre pour l'ordinateur. Et donc dans NP, si on lui donne x égale 5, l'ordinateur peut nous dire que 10 plus x égale 15 est vrai. Ainsi, par définition, tout problème qui est facile à résoudre est facile à vérifier. Comme tout problème qui est facile à résoudre est facile à vérifier, on a le schéma suivant. Donc pour résoudre un problème en NP, il nous faut toutes les inconnues. Prenons B fois C plus D fois Y est égal à 94. Donc dans P, tout d'abord, les solutions ne sont pas rapides à trouver. Tandis que NP, on donne déjà à l'ordinateur les données. On sait que A est égal à 25, B est égal à 6, C est égal à moins 7 et D est égal à 6. Le calcul est simple à vérifier. Il suffit de remplacer les valeurs dans l'ordinateur. 25 fois 6 plus, entre parenthèses, moins 7 fois 8 fait 94. Donc le calcul se trouve dans cette partie du schéma. La question est de savoir s'il est possible de faire le chemin inverse, c'est-à-dire de rendre les problèmes simples à vérifier, simples à trouver, soit de transformer le schéma en ça. Et ainsi, ne pas rendre compliqués les calculs plus durs pour l'ordinateur, peu importe qu'on soit en P ou en MP. Problème numéro 5. La conjecture de Twin Prime suggère qu'il existe une infinité de paires de nombres premiers éloignés de 2 unités seulement. Voyons cela à travers un exemple. Un exemple simple de la conjecture des nombres premiers jumeaux est la paire de nombres premiers 11 et 13. Ces deux nombres sont consécutifs et ont une différence de 2. D'une part, 11 est un nombre premier, d'autre part, 13 est également un nombre premier, la différence entre 13 et 11 est 2. En effet, si on prend le début du tableau des nombres premiers, on remarque la présence bizarre de jumeaux. Cette paire de nombres illustre la propriété des nombres premiers jumeaux. La conjecture suggère que pour certains nombres premiers P, il existe un autre nombre premier P', tel que P' est égal à P plus 2. Bien que de nombreux exemples de nombres premiers jumeaux soient connus et que la conjecture semble plausible, une démonstration générale de son exactitude pour une infinité de nombres premiers reste un problème mathématique non résolu. Les nombres premiers jumeaux sont un sujet fascinant et important en théorie des nombres, théorie évoquée lors de la conjecture de Birch et Swinnerton d'ailleurs. Problème numéro 4, le problème des 8 dames. Ce problème va plaire aux fans d'échecs comme moi. Le problème des 8 dames propose de placer 8 dames sur un échiquier de manière à ce qu'aucune dame ne menace une autre. Voici la configuration pour un échiquier habituel, donc de dimension 8 x 8. Cette solution est une configuration parmi les nombreuses possibles pour résoudre ce problème. Bien que résolu pour un échiquier 8 x 8, il demeure non résolu pour des tailles d'échiquier supérieures. L'objectif du problème des 8 dames est de trouver toutes les configurations possibles sans qu'aucune dame ne s'attaque mutuellement, pour chaque taille d'échiquier de dimension n x n. Voici quelques exemples supplémentaires pour des échiquiers de taille 4 x 4 ou encore 5 x 5. Problème numéro 3. La conjecture de l'heure est un problème célèbre en mathématiques. Proposé par Leonhard Euler en 1769, elle stipule que pour tout entier positif n, il n'existe pas de solution entière non nulle à l'équation AN plus BN est égal CN, lorsque n est supérieur à 2. Pour illustrer cette conjecture avec un exemple, prenons n égale 3. La conjecture de Euler affirme qu'il n'existe pas de triplet d'entiers non nuls A, B et C satisfaisant l'équation A au cube plus B au cube est égal à C au cube.
Cela signifie que pour n égale 3, il n'existe pas de solution entière non nulle pour cette équation. Cette conjecture n'a pas encore été démontrée, mais elle est étroitement liée au célèbre théorème de Fermat, qui a été prouvé pour le cas n plus grand que 2 en 1994 par Andrew Wiles. Problème numéro 2. La conjecture de Poincaré est l'un des problèmes les plus célèbres en topologie algébrique. La topologie algébrique est l'étude avec des outils algébriques des déformations spatiales de certaines forces et objets. Formulée par le mathématicien français Henri Poincaré en 1904, voici sa conjecture. Contrairement au titre de la vidéo, cette conjecture a bien été démontrée et l'histoire derrière cette démonstration est folle. Tout d'abord, il faut savoir que cette conjecture faisait partie des 7 questions du millénaire. Donc toute personne capable de la résoudre était censée être attribuée $1 million de récompense. L'homme qui l'a résolu est Grigori Perelman. Il a fait ses études en Russie et va travailler aux États-Unis. Après quelques années de recherche, il se dit être capable de la résoudre. Il retourne en Russie en 1995 pour avoir un peu de tranquillité. 7 ans après, en 2003, Grigori Perelman a publié une série de 3 articles présentant sa démonstration de la conjecture de Poincaré. La démonstration reposait sur la théorie des flots de Ricci, un domaine de la géométrie riemannienne. La démonstration de Perelman a été examinée par des pairs. Il leur a fallu 6 mois pour comprendre totalement sa démonstration. Et malgré sa complexité, elle a été largement validée par la communauté mathématique. En 2006, Grigori Perelman a été proposé pour la médaille Fields, l'une des distinctions les plus prestigieuses en mathématiques. Cependant, il a refusé la récompense, ainsi que les $1 million de récompense, et a choisi de se retirer de la vie académique, arrêtant pour tout jamais les mathématiques par désaccord avec la communauté scientifique, ainsi que des raisons inconnues. Numéro 1. Enfin, le saint graal des énigmes mathématiques, l'hypothèse de Riemann. Elle a été formulée en 1859 par le mathématicien allemand Bernhard Riemann. Elle fait aussi partie des 7 questions du millénaire. Cette conjecture complexe concerne la distribution des nombres premiers. Pour faire simple, la question à laquelle essaie de répondre Riemann est « Comment sont distribués les nombres premiers ?» Pour essayer d'y répondre, Riemann va poser une fonction définie sur les nombres complexes, la fonction zeta de Riemann. C'est donc une fonction complexe, avec une partie réelle et une partie imaginaire. Et il remarque qu'il y a un lien entre la répartition des nombres premiers et les zéros de la fonction complexe, donc quand la partie imaginaire s'annule. Il remarque également que lorsque la fonction s'annule, la partie réelle est égale à 1/2. Donc l'hypothèse de Riemann dit que pour tous les zéros de la fonction zeta de Riemann, la partie réelle est égale à 1/2. À l'aide d'ordinateur, on a pu calculer en 1959 1000 zéros de la fonction zeta de Riemann, et l'hypothèse était vraie pour chaque zéro. Puis en l'année 2000, 1000 milliards de zéros sont vérifiés et tous étaient en accord avec l'hypothèse de Riemann. Mais les mathématiciens ils sont toujours douteux, ils leur font une démonstration pour savoir que c'est toujours le cas. En réalité, la résolution de cette démonstration offrirait de nouvelles perspectives dans la compréhension des propriétés fondamentales des nombres. Voilà donc notre top 10 des problèmes mathématiques non résolus. Ces énigmes continuent de stimuler l'esprit humain, inspirant les générations futures à explorer les mystères infinis des mathématiques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de laisser un commentaire sur les énigmes qui vous passionnent le plus. Restez curieux et continuez à explorer les frontières fascinantes des mathématiques. Merci de me corriger dans les commentaires en cas d'erreur de ma part. Je vous dis à une prochaine vidéo.